bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 147 de la saison 6. La matrescence, ça te dit quelque chose, ce mot ? Allez, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère, no big deal. Depuis 4 ans maintenant, ce podcast s'intéresse aux bouleversements majeurs que peuvent vivre les femmes à leur entrée dans la parentalité. Et tu sais quoi ? La patrescence, ça existe aussi. Donc ce podcast s'adresse à tous les parents, ou non d'ailleurs, qui veulent cheminer ensemble vers un monde meilleur et plus accueillant pour leur enfant. Oui, parce qu'ici, on parle aussi éducation et j'assume complètement aborder des thèmes dits d'éducation bienveillante ou respectueuse. Tous les vendredis, je reçois des spécialistes passionnantes et passionnants pour t'expliquer ce nouveau monde dans lequel tu as mis les pieds. Et au fait, je suis qui moi ? Je suis Clémentine Sarlat. J'ai créé ce podcast à l'arrivée de ma première fille en 2017, le tsunami de ma vie. Et à la base, je suis journaliste dans le sport, à la télé, mais j'aime bien avoir 1000 casquettes, donc tu m'as peut-être déjà aperçue dans ta télé pour parler rugby ou tennis. J'ai 3 filles, assez rapprochées, et j'ai accouché 2 fois à la maison, et ça aussi, ça fait partie de qui je suis. Allez, bienvenue dans ce podcast, let's go. La sexualité est omniprésente dans notre société. Pourtant, nous faisons souvent l'impasse sur cet aspect de leur éducation en nous privant d'en parler avec nos enfants. Par peur, pour les protéger, par gêne ou par croyance ancrée en nous. Aujourd'hui, il devient urgent d'expliquer à nos enfants comment leur corps fonctionne et pourquoi ils et elles peuvent expérimenter certaines sensations liées au plaisir. Le but, les informer, les outiller, les armer pour qu'ils et elles sachent différencier les abus des comportements normaux vis-à-vis de leur corps. Ce sont, elles et eux, les maîtres à bord. Myriam Félix est consultante en sexualité infantile. Elle s'est formée en constatant qu'il existait très peu d'accompagnement sur cette thématique. Au fil de l'épisode, elle vous donne des astuces pour commencer à parler avec vos enfants de ce thème. Elle vous donne des cas précis et vous embarque dans l'empouvoirment, j'avoue je préfère le mot anglais, empowerment, dans l'empouvoirment des enfants face à leur corps. Comme elle aime à le rappeler, au-delà de l'éducation à la sexualité, c'est avant tout de l'éducation au corps et aux sensations. Cet épisode est important, mais peut être difficile si vous avez été victime d'abus ou si on vous a manqué de respect sur ce thème quand vous étiez enfant. Prenez votre temps si c'est nécessaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Myriam. Bonjour Clémentine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper heureuse d'aborder ce sujet, ce thème qui est vraiment important, la sexualité infantile, donc merci d'avoir accepté. Je t'en prie, c'est un honneur pour moi de passer sur ton podcast, vraiment. Ah, merci, t'es trop gentil. Bon, déjà, comment est-ce que toi, tu es venue à t'intéresser à la sexualité infantile et à en faire ton métier ? Et je suis devenue maman en 2020 d'une petite fille, il y a maintenant donc 3 ans et demi. Je me suis dit, il faut que je change complètement de paradigme. Il ne faut pas que je reste dans ce boulot, salarié, etc. Donc, je me suis formée à l'accompagnement parental. Donc, beaucoup de mamans vont se reconnaître là-dedans, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on a une multitude de femmes et de professionnels qui sont dans l'accompagnement des familles, des parents, des enfants aussi, des thérapeutes, etc., des coachs. Et je me dis, mais c'est complètement bouché, en fait, comme thématique. Je me dis, mais il faut que je trouve un truc qui soit beaucoup plus niché. Et je tombe sur une famille qui me pose une question sur un comportement sexuel d'un enfant. Elle me dit, mais c'est un peu gênant, mais qu'est-ce que t'en penses, etc. Et je lui dis, j'y connais rien. En fait, pour moi, je sais pas, j'y connais rien, je sais pas, je n'ai jamais eu ce sujet-là. Voilà. Donc, je me dis, mais c'est quand même incroyable que le développement psychosexuel et affectif de l'enfant, les comportements sexuels de l'enfant, soient pas du tout abordés nulle part, que ce soit avec les pédiatres, que ce soit à la maternité, que ce soit sur Internet. En fait, tu trouves très peu d'informations. Et donc, qu'on puisse pas avoir de la visibilité là-dessus. Mais parce que c'est très tabou, en fait. Et donc, je me dis, bon, il faut que je me forme. Donc, de là, je cherche, je trouve rien. Et en échangeant avec des collaboratrices qui étaient déjà dans le milieu, elles me disent mais il y a la formation, il y a des formations en fait qui existent, mais notamment au Canada, etc. Donc je me rapproche de la Fondation Marie-Vincent au Canada
Et donc, je leur demande, je les harcèle, je leur demande un programme, je leur dis s'il vous plaît, vendez-moi une formation, etc. Et à la fin, elle finit par m'envoyer un lien d'une formation en ligne que je suis, du coup, qui apparemment était plutôt réservée aux professionnels là-bas. Donc, je suis cette formation, je me forme. Puis après, dans ma vie arrive un événement un peu particulier qui est très personnel, mais qui en fait me fait beaucoup me remettre en question, notamment sur tout ce qui est violence sexuelle, etc. Et je me dis, c'est pas possible qu'on reste là-dessus, qu'on trouve aucun professionnel qui puisse nous répondre de façon bienveillante sur les comportements d'enfants qui peuvent agresser ou sur les comportements d'enfants victimes. Donc, il faut absolument visibiliser tout ça et en parler. Et donc voilà, je me lance au départ dans l'accompagnement des parents, des familles. Et puis au fur et à mesure, je me dis, je peux pas tout faire toute seule en fait. Je peux pas tout faire toute seule, c'est pas possible. Donc je fais de la formation et je propose aux personnes désireuses de se former, tout ça, de faire ce programme en ligne, donc d'animatrice, animateur d'ateliers d'éducation à la sexualité 3-12 ans. Et en parallèle, j'interviens dans les lycées, j'interviens dans les écoles, j'interviens dans des crèches pour accompagner les familles et les professionnels à être respectueux des comportements de l'enfant, à accompagner leur intimité, à promouvoir les relations égalitaires. Et tout ça, ça contribue à faire des adultes et des enfants qui sont sains entre eux, pour eux et avec les autres. Ça te vient vraiment d'un cheminement personnel où tu as relié tout ce que tu vivais pour en faire aujourd'hui une carrière. J'ai une question auquel je n'avais pas pensé, mais comment ça se fait qu'il n'y a rien en France sur ces formations-là et qu'il faut aller au Canada ? En fait, en France, tu as des formations sexologue, sexothérapeute, tout ce qui touche à la sexologie de l'adulte. Seulement, en France, c'est très tabou, en fait. Ça l'est partout dans le monde, mais c'est très tabou puisque, déjà, en France, on a une culture de l'inceste et du viol qui est très ancrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pédocriminalité, c'est pas du tout quelque chose qui est puni. C'est-à-dire qu'on protège même, dans certains tribunaux, les agresseurs. Donc, en fait, on a des personnes aujourd'hui, des hommes essentiellement, puisque c'est à 96% des hommes j'ai les sources, si tu veux, je te les enverrai par mail, tu pourras sourcer. C'est 96% des hommes aujourd'hui qui commettent des agressions sexuelles, notamment sur les enfants. Il y a des femmes, bien entendu aussi, mais les enfants ne sont pas protégés. Tu vois, et ces hommes-là, ils peuvent passer toute leur vie sans jamais être inquiétés par la justice, sans jamais qu'il y ait un dévoilement, sans jamais qu'un enfant parle. Et en fait, le cas des violences sexuelles et de l'inceste, c'est très relié à tout ce qui est sexualité de l'enfant. Donc, et puis, autre chose, il y a un amalgame qui est fait entre sexualité de l'adulte et sexualité de l'enfant, où en fait, la sexualité de l'enfant, elle est en construction, elle est en développement. Tu vois, alors que l'adulte, c'est mature, l'adulte, il est consentant, il est capable de dire oui ou non, etc., alors qu'un enfant ne l'est pas du tout. Et c'est là où l'amalgame, il est dangereux, puisque quand on le fait, eh bien, on légitimise, en quelque sorte, les violences sexuelles, tu vois, et l'inceste. Je vais te prendre un exemple. Tu peux dire d'une petite fille, oh, elle est charmeuse, ou d'un petit garçon, oh, c'est un tombeur, ou t'es mon amoureuse, t'es mon amoureux, etc. Tout ça, ça relève de l'hypersexualisation. Et donc, en fait, dans la vie de tous les jours, on hypersexualise beaucoup les enfants. Mais à côté de ça, un enfant qui s'auto-stimule en regardant un dessin animé, en lisant un livre, en se couchant avec son parent, tout de suite, c'est mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas normal, c'est bizarre, on s'inquiète, tu vois. Et donc en fait, on stigmatise et on encourage, mais on n'éduque pas à côté. Et donc c'est pour ça que je me demandais pourquoi il n'y a pas de formation réelle sur l'éducation sexuelle des enfants en France. Il faut aller au Canada, au Québec, où là, c'est plus développé. Ouais. Okay. Ouais. Ou alors moi, j'en ai pas connaissance, en tout cas. J'ai co-créé un institut, l'Institut français de l'accompagnement pour la santé sexuelle infantile, avec une collaboratrice qui est juriste. On a co-créé cet institut parce que justement, je voulais proposer des programmes en ligne sur tout ce qui est accompagnement des comportements de l'enfant, de son développement psychosexuel, affectif, sa vie relationnelle. Et c'est un programme qu'on sortira au mois de février. Et j'espère qu'on pourra avoir un impact important et notamment proposer à des professionnels de pouvoir se remettre en question sur leurs pratiques et puis accompagner toujours plus en fait. Le but, c'est qu'on soit plein à être informés parce que plus on sera informé, plus on pourra protéger, plus on pourra accompagner et plus nos enfants seront en sécurité. C'est ça surtout. Parce que les chiffres sont terribles. Ouais, j'ai déjà fait plusieurs épisodes sur ça. C'est vrai que c'est compliqué quand on
on regarde la réalité en face. Et puis tu parlais tout à l'heure les adultes sont matures, consentants, et même parfois en tant qu'adulte, on a du mal à être consentant tellement c'est pas une notion qui est bien développée. On va en parler après. D'abord, tu expliques que l'être humain est un être sexué. C'est vrai qu'on l'est tous, mais ça veut dire quoi dans la réalité ? Mais en fait, on est avec des parties sexuées, avec un appareil reproducteur. Donc ça, quand on sort en fait du ventre de notre parent, tu verras, moi j'ai un discours assez inclusif, donc je vais utiliser parents, mais c'est maman, mais c'est parents. Voilà. On sort du ventre de notre parent et on a déjà des parties intimes en fait. Donc qui dit partie intime dit intimité, qui dit intimité dit respect de l'intimité. Et en fait, chez les tout petits, c'est pas toujours écouté, c'est pas toujours respecté, et on a tendance à se dire que tiens, on commence à avoir des rapports à notre corps qu'arriver à l'adolescence, en fait, avec la masturbation, avec les premiers rapports, avec les compagnons, les compagnes, etc. Alors que pas du tout, puisque en fait, il y a des gestes, des comportements chez l'enfant qui relèvent de sa sexualité, de la découverte, de l'exploration, des sensations agréables, de la détente, du plaisir. Il fait aussi l'expérience de relations avec les autres, même si ça s'accompagne, bien entendu, en tant que professionnel, en tant que parent. Je pense notamment à des situations comme le bain, comme à l'école, dans les toilettes, etc. Même si c'est des comportements qu'il faut stopper, qu'il faut expliquer pourquoi c'est pas OK, etc. Eh bien, c'est des comportements qui sont normaux chez les enfants. Et le fait d'invisibiliser tout ça, de jamais en parler, eh bien, on en fait un tabou et on continue à faire grandir ce tabou-là. Alors que la sexualité de l'enfant, elle est en développement comme la motricité, comme le langage, comme l'alimentation, comme tout autre aspect en fait du développement de l'enfant dans sa globalité. Du coup, on a bien compris, il y a une sexualité mature chez les adultes, qui est immature et de la découverte chez les enfants. Ça passe par quoi, la sexualité chez les 0-12 ans ? Oui, parce que moi, je suis spécialisée chez les 0-12 ans. En effet, il y a déjà beaucoup à faire. En fait, l'enfant, dès tout petit, il va toucher ses parties intimes. Alors, c'est pas toucher ses parties intimes de la façon dont on pense comme un adulte, avec une masturbation frénétique, etc. C'est pas du tout ça. Il va découvrir sa vulve, son pénis. Pourquoi je suis en érection ? Et donc, dès 3 ans, en fait, ils peuvent demander, mais ça me fait des guilis quand je tousse ici, ça me fait des guilis, pourquoi mon pénis est tout dur, etc. Et donc, ça, c'est des petits comportements d'exploration, de découverte que le jeune enfant, il a. Donc, dès tout petit, en fait, ils vont déjà s'auto-stimuler, ils vont toucher, découvrir leurs parties intimes, ils vont se poser des questions sur leur corps, pourquoi leur corps fonctionne comme ça, etc. Entre eux, ils vont aussi, ça peut être à la crèche, ça peut être en maternelle, ils vont chercher à comprendre pourquoi l'autre est différent, pourquoi, lui, il a un pénis, elle a une vulve. Alors, moi, j'utilise les bons termes pour parler des parties intimes parce que c'est important d'utiliser les termes qui sont adaptés, notamment en termes de protection de l'enfant. Tu as un enfant qui va avoir de la connaissance sur son corps, eh bien, c'est un enfant qui va pouvoir se protéger, tu vois. Et donc, en fait, ils vivent dans un monde aussi où on les hypersexualise et dans un monde qui est hypersexualisant. Donc, si à un moment, on n'est pas en train de communiquer là-dessus avec eux pour déconstruire ou pour construire quelque chose de sain, en fait, eh bien, ils vont absorber par mimétisme, par apprentissage, en fait, les comportements autour d'eux. Et tout ça, en fait, ça fait partie de leur quotidien et on peut pas dire, non, je veux pas le voir, tu vois. Donc, ils vont avoir ces comportements-là. Tu as aussi tout ce qui est lié, alors tu as cette histoire de complexe d'Oedipe, tu sais, qui est un concept totalement faux et très, très arriéré, où en fait, tu aurais un enfant qui aimerait, qui serait follement amoureux ou amoureuse de son parent, et que ce serait une étape normale du développement de l'enfant, alors que pas du tout. On va pas refaire tout le complexe d'Oedipe, mais c'est un concept complètement faux, puisqu'en fait, on a un enfant qui tout simplement a besoin de ce port d'attache-là. D'ailleurs, on remarque que quand tu élèves tes enfants dans le respect, dans un maternage proximal, où tu es présente, où tu es présent, et bien en fait, tu as des enfants qui passent pas du tout par cette période-là du complexe d'Oedipe. En fait, c'est besoin de se rattacher aux parents. Mais c'est très subjectif d'une famille à une autre et on peut avoir ce genre de comportement et pour autant, ça n'a rien à voir avec un complexe d'Oedipe. Encore une fois, on n'hypersexualise pas l'enfant en disant qu'il désire son parent. Un enfant, ça n'a pas de désir pour son parent. Tout ce qui est hormones sexuelles, donc oestrogène, progestérone, testostérone, ça n'arrive qu'à l'adolescence ou à la préadolescence en fait dans le corps. Donc avant ça, c'est pas du tout sécrété.
Les seules hormones liées à la sexualité, à la santé sexuelle de l'enfant qui sont sécrétées, c'est celles qui sont les hormones de détente et de plaisir. Donc c'est mélatonine, ocytocine, sérotonine en fait. C'est ça. Et donc c'est comme pour nous, un adulte qui a du mal à s'endormir va s'auto-stimuler et puis après ou avoir un rapport sexuel et puis boum, tu t'endors. Et ben en fait c'est les mêmes hormones qui sont sécrétées dans le corps chez l'enfant, mais il n'a pas toutes ces hormones-là reproducteurs en fait d'ostrogène, de progestérone, de testostérone. Ça arrive qu'après. C'est pour ça que la puberté est une étape cruciale et très importante et c'est un chamboulement dans le corps de l'enfant. Et oui. Sachant que tu peux avoir des jeunes, notamment sur le sexe féminin, davantage que sur le sexe masculin, mais les enfants qui sont prépubères très tôt, à 9 ans, ils peuvent déjà être réglés, avoir des menstruations ou du sperme. Donc tout ça, il faut, en tant que parent, il faut rester attentif et surtout accompagner de façon respectueuse parce qu'ils grandissent très vite. Ça peut être perturbant. Pourquoi est-ce que c'est primordial de proposer une éducation à la sexualité dès l'enfance ? Parce que il y a deux types. Moi, je découpe, je scinde en deux parties l'éducation à la sexualité. Tu as l'éducation à la sexualité dans la famille et l'éducation à la sexualité à l'école. Pourquoi les deux sont importantes ? Parce que à l'école, ça fait vraiment débat. D'ailleurs, on le voit sur tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, même dans la vraie vie, des gens qui s'insurgent contre l'éducation sexuelle à l'école, parce que pour eux, c'est pas en fait à l'école de le faire. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est important que ce soit aussi le cas à l'école. En fait, l'éducation à la sexualité, elle fait prendre conscience et elle offre des connaissances et de l'information aux enfants sur leur corps, sur le corps des autres, sur ce qui est OK ou pas de faire, ce qui est correct ou pas de faire, pour ne pas blesser autrui, pour aussi se protéger soi. C'est-à-dire, personne ne peut toucher, embrasser, caresser, prendre en photo tes parties intimes ou ta bouche, ou voilà, parce que la bouche, pour moi, est aussi une partie intime. On n'irait pas embrasser un enfant. Ça, c'est encore une fois un autre sujet, mais embrasser un enfant, c'est pas OK, puisqu'en fait, sur la bouche, il y a des zones érogènes. Et donc, les bisous, c'est réservé au monde de l'adulte et notamment au couple. Et donc, l'éducation à la sexualité, elle va permettre de vraiment créer un socle de base saine et de piliers en fait que l'enfant va intégrer, et en grandissant, il va être en capacité de dire OK, donc ça c'est OK, ça c'est pas OK. Là, je remarque que je sais pas, tel camarade il ou elle subit des choses qui sont dangereuses pour elle ou qui lui font du mal, donc je vais aller en parler. C'est aussi protéger les autres en fait. Et donc en fait, tu vas pouvoir, grâce à tous ces concepts-là, donc en fait, quand on fait de l'éducation à la sexualité, on fait pas de l'éducation au rapport sexuel. Ça, c'est vraiment un point que je tiens à... Parce qu'on va entendre de tout. On n'est pas en train d'éduquer au rapport sexuel, on n'est pas en train d'éduquer à l'identité de genre, c'est pas du tout ça. Les enfants sont ce qu'ils sont et on les prend comme ils sont. On n'est pas en train de les mettre dans des cases. Voilà, on leur dit tu es comme tu es et on t'aime comme tu es, on t'accepte comme tu es, tu as ta place et tu as les mêmes droits que ton voisin, ta voisine qui est différente ou pas d'ailleurs. Voilà. Et donc, on va pouvoir leur apporter des concepts, notamment chez les tout-petits, d'intimité, de respect de leur intimité. D'un enfant, par exemple, je te donne un exemple, les tout-petits, ils adorent être nus. En soi, il n'y a aucun problème pour être nu à la maison. Si t'aimes te promener tout nu à la maison, c'est OK parce que tu es dans ton cercle famille et que ça ne dérange pas les autres membres de la famille, la fratrie, les parents, etc. C'est OK. Maintenant, si tu as, je sais pas, un grand-père, une grand-mère, la famille du cercle moins proche qui vient à la maison, il faut t'habiller parce que c'est ton intimité, parce que ce sont tes parties intimes, que tu ne peux pas les montrer à tout le monde. Voilà. Donc en fait, ça s'explique. Et donc on commence très tôt. Pareil avec le consentement. Le consentement, ça fait partie de l'éducation à la sexualité. Un enfant qui ne veut pas faire quelque chose qui touche à son corps, comme se brosser les cheveux, ou encore un soin, tu vois. Je donne l'exemple du suppositoire. Le suppositoire, c'est horrible. Quand t'es parent et que tu dois mettre un suppositoire à ton enfant, enfin, je veux dire, tu touches à ses parties intimes, c'est des choses qui sont horribles. Alors, bien sûr, excite tout ce qui est soins importants. Les enfants qui ont des traitements, qui ont eu des accidents et qui doivent absolument mettre mettre soit des prothèses, soit prendre des médicaments. Ça, bien sûr, le consentement peut pas être écouté à 100%. On est dans la vie réelle. Il y a un moment, il y a des fois, t'as pas le choix. Si tu dois y aller, là, c'est maintenant. Tu peux pas toujours à 100% écouter le consentement de l'enfant. Mais si tu l'écoutes ne serait-ce qu'à 60-70%, ton enfant, il a déjà en fait cette notion de consentement. Il l'a déjà intégré.
Et pour lui, c'est quelque chose qui est normal puisque sa figure d'attachement se comporte comme ça avec lui ou avec elle, tu vois. Donc, si une personne extérieure à sa figure d'attachement, parce que souvent les tout petits, ils ont très peu, voilà, eh bien, il va falloir dire, oula, là, il y a une situation que je vis qui n'est pas normale, puisque papa, maman, par exemple, n'a jamais fait ça avec moi, et donc je dois aller en parler. L'éducation à la sexualité, c'est aussi leur dire que c'est aussi les relations égalitaires. C'est leur dire, une fille a autant de droits qu'un garçon. Tu vois, c'est de dire, arrivé à 9-10 ans, bah tiens, si tu as des camarades de classe qui ont leurs règles, leur menstruation, bah, tu peux prendre avec toi dans ton sac une serviette, voilà, une protection. Et si tu vois qu'elle a ses règles et qu'elle a rien avec elle, bah, tu peux lui proposer. En fait, c'est sensibiliser aussi le genre masculin au petit tracas en quelque sorte du quotidien du genre féminin. Et donc c'est ça, c'est promouvoir les relations égalitaires, c'est de dire, c'est aussi tout ce qui touche au corps. C'est pas parce que tu es roux ou rousse qu'on doit te moquer. En fait, c'est une couleur de cheveux. C'est pas parce que c'est combattre la grossophobie. Tout ça, c'est de l'éducation à la sexualité. Tout ça, ça touche au corps, ça touche aux relations égalitaires, aux relations entre tous. En fait, c'est la vie sexuelle et affective et relationnelle. En fait, c'est ça qu'on entend par tout ça. Et l'éducation à la sexualité, c'est aussi tout ce qui est prévention des abus et des violences sexuelles. Et donc, dire à l'enfant, comme je te disais tout à l'heure, qu'il y a des comportements qui sont pas OK, que ce soit une personne que tu connaisses bien, même que tu aimes, ou que ce soit quelqu'un que tu ne connais pas bien, eh bien, si jamais il y a un comportement qui fait te sentir mal, que tu as des pensées qui sont nuisibles dans ta tête, tu te sens pas bien, il y a quelque chose qui te tracasse, que ça met, on peut utiliser la météo, on peut dire que ça met du soleil ou des nuages ou de la tempête dans ton cœur, eh bien, tu dois venir en parler à un adulte de confiance. Et si moi, je suis pas là, en tant qu'adulte de confiance, eh bien, tu peux en parler à un autre adulte de confiance et donc bien en fait définir ces adultes de confiance avec l'enfant. Et tout ça, c'est de l'éducation à la sexualité. Et le harcèlement scolaire aussi, ça t'en entend beaucoup. Et c'est là où l'éducation sexuelle à l'école, elle est importante parce que dans les familles, il y a des tabous, il y a de l'inceste, il y a des traumas, il y a des non-dits. À l'école, tu agis sur le collectif. Donc quand tu as... moi, je n'ai pas fait une seule école où il n'y avait pas un cas d'harcèlement scolaire ou un cas d'agression. Toutes les écoles où je suis passée, et quand je discute avec des professionnels, des maîtresses, j'en ai j'ai des professeurs, des institutrices qui se sont formées sur cette petite formation-là, me disent, mais tout le monde, dans toutes les écoles, il y a des cas d'agression entre enfants, où on a des enfants qui vont soulever les jupes, ou mettre des mains dans les slips, dans les culottes, ou bloquer un autre enfant dans un coin pour l'embrasser, pour lui toucher les parties intimes, les fesses, etc. Tout ça, c'est des choses qui arrivent et en fait, je pense qu'on a beaucoup de parents qui sont déconnectés de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui à l'école. L'école, c'est une mixité d'enfants qui viennent d'environnements familiaux différents et qui n'ont pas tous les mêmes codes. Et si tu fais pas cette éducation sexuelle à l'école et que tu apportes pas des connaissances aux enfants et aux professionnels pour leur dire voilà comment vous gérez ça, si ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et que t'apportes pas des réponses aux enfants et un cadre, encore une fois, eh bien, c'est l'ouverture à toutes sortes de comportements déviants et des professionnels qui ne savent pas réagir et qui parfois laissent, voire même en rigolent, en fait. Tout ça, c'est important de l'avoir et à la maison et à l'école et pour tout ce qui est décèlement et dévoilement des violences et de l'inceste, c'est important de pouvoir en parler aussi à l'école parce que aujourd'hui, c'est un enfant sur 3 qui est victime d'inceste et c'est un enfant sur 5 victime de violences sexuelles au cours de sa vie. Donc ça, c'est les chiffres du Conseil de l'Europe. Donc les chiffres, ils sont alarmants. Donc c'est important d'avoir un impact aussi à l'école et à la maison. Dans tout ce que tu dis, ça m'interroge, ça me fait réfléchir à comment aussi je présente les choses à mes filles, parce que j'ai quand même 3 filles. Et c'est vrai que chez nous, par exemple, tu vois, on fait des bisous sur la bouche. Mais j'ai dû expliquer à ma grande que c'était que nous 5. Et que maintenant qu'elle avait 6 ans, que c'était plus OK de faire des bisous sur la bouche. Parce que, Mine, t'as raison, parce que ça m'a interpellée une fois, parce qu'elle a fait un bisou sur la bouche naturellement à quelqu'un sans se rendre compte que c'était pas OK. Parce que pour moi, ça allait entre elle et moi, et nous, c'est la famille. Mais c'est vrai que du coup, comme c'est sa référence, elle s'est pas rendue compte que c'était pas OK à l'extérieur. Donc j'ai dû réajuster ça. Donc tu vois, ça me fait penser. Et c'est marrant aussi parce que pour avoir vécu aux États-Unis, dans la famille dans laquelle je vivais, tous les adultes, pour se dire bonjour, se font un smack. Mais c'est vraiment... Alors, c'est pas un bisou appuyé, c'est vraiment un mouah. Et
Mais c'était un truc normal et pour moi, c'était normal. Il n'y avait pas de, tu vois, Ouais, de connotation ouais. derrière. Et c'est vrai aussi que je me rends compte que c'est très culturel aussi. Quelle est la norme ? Je crois que c'est en Russie où on dit bonjour en faisant un bisou sur la bouche. Enfin, voilà, il y a aussi quelle est la culture environnante ou non. Mais dans la perspective de vouloir lutter contre les violences sexuelles, c'est vrai que c'est à prendre en compte ce genre de choses. Après, tu as parlé d'une autre... façon de se comporter en famille. C'est vrai que chez nous, on n'est pas du tout pudique. Moi, mes parents, ils étaient nudistes à la plage. Donc moi, j'ai toujours vu mes parents nus. Tout, on est toujours nus chez moi. Enfin, c'est vraiment un truc. Et pour moi, c'est pas un problème que mes filles soient nues devant les grands-parents, par exemple. Mais parce que pour moi, c'est des cercles très proches. Mais je sais que j'ai dû leur expliquer qu'on peut pas être nu tout le temps parce que des fois elles veulent vraiment tout enlever. Mais je comprends parce qu'en vrai on est né nu, on a envie d'être nu, c'est agréable d'être nu. Mais complètement, mais c'est très agréable. C'est hyper agréable. Mais il y a un environnement extérieur et auquel on fait pas attention parce que nous on n'a pas un prisme déviant, donc on a du mal à se rendre compte. Et c'est ce qui est le plus dur je trouve en tant que parent, c'est de dire mais mince. Notre monde des bisounours, c'est le nôtre. Et malheureusement, il y a des adultes autour qui ne le sont pas. Et il faut être hyper attentif à ça. Et c'est pas facile parce que t'as envie de leur apprendre la liberté d'être soi, d'être à l'aise avec son corps. Tu vois ce que je veux dire ? Et en même temps, de comprendre qu'il y a une limite à ce qui est OK par rapport aux autres. Et ça m'est déjà arrivé que aussi une des petites copines de ma fille vienne et que ma fille était toute nue, une de mes filles était toute nue et que ça la gênait complètement. Et ça, pour moi, c'était bizarre parce que chez moi, tout le monde est toujours tout nu et c'est pas problématique. Mais elle devait jamais voir d'autres enfants ou en tout cas ses parents tout nus. Et donc, je me suis heurtée à ça, de me dire, mince, ça la dérange, elle, qu'elle soit toute nue. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'explique à ma fille que c'est pas bien ? Est-ce que j'explique à cette petite fille qu'on a le droit aussi d'être toute nue ? C'est pas facile, je trouve. Ouais. Oui, non, mais c'est clair. Moi, pour te donner un aspect un peu perso, c'est pareil, on est beaucoup tout nus à la maison. Ma fille, dès qu'elle est à la maison, c'est « Maman, je retire !» Oui, vas-y. Donc voilà, 3 ans et demi, ils adorent. Donc si tu veux, il y a des codes que nous, on va transmettre. Mais après, chaque famille fait, bien sûr que c'est pas une injonction à, tu vois ce que je veux te dire, c'est ça. Tu peux expliquer, en fait, même avec les jeunes enfants, dire « tu vois, là, t'es toute nue, mais si le voisin vient chercher des œufs, il faudra qu'on s'habille rapidement. » Parce que c'est ton intimité. Et moi, par exemple, quand quelqu'un sonne à la maison et que ma fille est nue, elle dit « Maman, mon intimité !» Et elle part à fond dans la chambre, se chercher, parce qu'elle a ses vêtements à sa hauteur, donc elle peut prendre ses petits leggings et tout ça. Et elle part s'habiller très vite, tu vois, elle essaye. Donc après, elle m'appelle parce qu'elle galère et tout. Mais du coup, moi, je suis contente de ça. Et de la même façon, quand elle va aux toilettes, elle me dit « Maman, c'est mon intimité, on ferme la porte. » Il faut vraiment que je ferme la porte. Ah, j'ai les mêmes aussi. Par contre, notre intimité, quand nous on est aux toilettes, ils en ont rien à foutre. Non, mais ça, moi je lui dis c'est mon intimité. Ça marche moins bien dans l'autre sens. C'est vrai que il y a ça aussi chez mes filles. Il y a une autre question sur la sexualité et j'ai aimé parce que tu as fait un post sur ça il y a pas longtemps. C'est quand nos enfants, dans un couple où il y a 2 parents, ou en tout cas un des parents a une vie sexuelle active, nous grille, enfin entre dans la chambre ou dans un lieu où on est en train d'avoir une relation sexuelle. Comment on réagit ? On doit faire quoi ? Malaisant, hein. C'est malaisant. Alors déjà, il y a le fait d'être surpris ou surprise, tu vois, en plein rapport. Donc du coup, que ce soit un enfant en fait ou que ce soit un adulte, hein, tu sais, qui rentre et tu fais machin. Donc forcément, t'as cet effet surprise que tu peux pas, qui est inévitable. Tu peux pas, voilà. Et tu peux même aller plus loin en disant mais sors d'ici parce que voilà, t'es pris sur le fait quoi. Donc voilà, tu dis mince, ça, il ou elle a vu ou entendu des choses qu'elle n'aurait pas ou qu'elle n'aurait pas dû voir ou entendre. Comment on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on fait comme si j'en parlais pas ? Moi, quand j'ai écrit ce post, j'ai sondé avant en story et j'ai eu plein de retours de gens qui disaient « Ah bah moi, je lui dis que c'était dans son rêve » ou je lui dis qu'on était en train de regarder un film. Ou En fait, il y a une sorte de besoin de pas en parler parce que ça touche à l'intimité du couple et puis que c'est gênant et qu'on se dit « Mais si je lui en parle, qu'est-ce qu'il va croire ? Qu'est-ce qu'elle va croire ? Est-ce qu'il va revenir nous écouter ?» Enfin, voilà, en fait, t'as toujours ces questionnements-là. Faut savoir qu'un enfant qui prend en flag en quelque sorte ses parents en plein rapport ou en câlin, eh bien, s'il n'a pas une réponse, si on lui dit pas voilà ce que tu as vu, c'est ci, c'est ça, etc., il ira la chercher ailleurs.
tu vois. Donc, je te prends l'exemple d'une famille où tu vas dire tu sors d'ici, t'as rien à faire là, etc. Hop, l'enfant sort. Bon. Ok. Mais la nuit d'après, potentiellement, il peut ou elle peut revenir, écouter, voir ce qui se passe, s'il entend ou si elle entend des choses. Et si à un moment il n'a pas de réponse ou elle n'a pas de réponse, il va aller le chercher ailleurs. Et si c'est ailleurs, si c'est un enfant qui a accès à Internet, ça peut être sur Internet. Si c'est un enfant qui n'a pas accès à Internet, mais il se dit, bah tiens, ok, où est-ce que je peux avoir des réponses? Bah, à l'école. Et à l'école, il peut tomber sur d'autres, éventuellement, d'autres enfants qui, eux, ont vu peut-être pire, ou qui vont leur dire, ah bah ouais, bah tes parents, ils faisaient crac-crac, bah ils faisaient l'amour, tu vois, Lizzie, ton papa, il rentrait dans... voilà. Donc, t'imagines, c'est encore plus déroutant. Et donc, en fait, l'enfant, il rentre de l'école, il peut même pas venir t'en parler parce qu'il se dit, bah déjà, on n'a pas parlé au départ, donc je pense que c'est pas ok de parler de ça. Et donc, tu te retrouves avec un enfant qui se fait une idée des comportements de ses parents ou de la sexualité, de l'intimité d'un couple qui est pas celle-ci, en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est important. Alors, ce qu'il faut, on doit, etc. Moi, je suis pas adepte de tous ces trucs-là. On fait avec ce qu'on est, avec nos traumas, avec nos expériences, et puis avec la personne qu'on est, en fait. Faut rester aligné à soi. Déjà, il faut se dire, est-ce que c'est ok pour moi d'en parler à mon enfant? Est-ce que je me sens à l'aise avec ça? Ça, c'est une première chose. Si je me sens pas à l'aise, est-ce que je suis la seule personne qui peut lui en parler? Est-ce que le coparent peut intervenir? Est-ce qu'il sera plus à même ou elle sera plus à même d'en parler? Pas hésiter à déléguer du coup au coparent. Et sinon, se dire, bah tiens, je vais aller chercher une ressource et je vais voir comment répondre à mon enfant. Et c'est être transparente avec l'enfant, lui dire, écoute, tu vois, quand il est rentré dans la chambre, on a été très, très gênés. On savait pas comment réagir, on a été surpris. Pour nous, c'est notre intimité de couple. Et donc, alors, si l'enfant est assez grand, tu peux lui dire, en fait, on avait un rapport sexuel, c'est un câlin entre adultes qui se fait uniquement entre adultes, consentants et amoureux. Voilà, c'est important de rappeler le consentement, en fait, c'est la notion de consentement. On était tous les deux d'accord, et donc c'est un câlin qui nous fait du bien, c'est un câlin plaisir. Et vous, les enfants, vous pouvez pas participer à ce genre de câlin parce que c'est uniquement les adultes ensemble, consentants et amoureux. Voilà, les parents. Voilà. Et donc en fait, l'enfant, il va poser des questions. C'est toujours important de bien demander à l'enfant, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Le meilleur moyen de pas trop en dire ou d'éviter de trop en dire, c'est de questionner l'enfant. Est-ce que tu as envie qu'on en parle? Parce que à 11 ans, tu peux avoir des enfants qui savent très bien ce que c'est que le rapport sexuel et qui n'ont pas du tout envie d'en parler. ça peut très bien être ça, quoi. J'ai pas envie qu'on en parle, maman. Je préfère oublier cette image de ma tête. Ça peut être ça, en fait. Donc, il faut questionner l'enfant et lui dire, mais est-ce que tu veux qu'on en parle? Si c'est un tout petit, bon, généralement, la réponse va être oui. Si c'est un plus grand, un préado, ça va être non. J'ai pas envie qu'on en reparle. Voilà. Et en tout cas, ne pas hésiter à, si ça a choqué l'enfant, si ça l'a éventuellement traumatisé, parce qu'en effet, comme tu dis, on n'a pas tous une facilité avec notre corps, avec la pudeur, on a tous des rapports très différents. Moi, j'ai une copine qui met que des cols roulés. Elle supporte pas que sa poitrine soit... voilà, donc... et je comprends, en fait. Et du coup, quand on va chez l'une et chez l'autre, voilà, c'est ok. Les enfants, ils savent, voilà, que là, on s'habille, etc. Donc, la pudeur de tout le monde est très différente. Et chez les enfants, c'est pareil. Et forcément, s'ils ont grandi dans un environnement où on n'est pas nu, etc., bah, ça peut être encore plus choquant. Maintenant, il faut pas hypersexualiser le corps. Voilà, ça reste les rapports sexuels, ça reste quelque chose de naturel. Dans un couple, c'est pas un viol, c'est pas une agression sexuelle, en fait. Le rapport amoureux, le rapport sexuel dans le couple consentant, c'est un câlin, en fait, c'est une preuve d'amour, mais en même temps c'est de l'intimité, et donc forcément les enfants n'ont pas à avoir ça. Chez les moins de 12 ans, ils sont quand même beaucoup, je crois que les chiffres, je vais pas te dire de bêtises, mais il me semble que c'est plus de 60% qui ont déjà vu du porno ou une image ou un contenu pédopornographique ou pornographique. Donc, en fait, ils sont déjà soumis à ça, très jeunes, soit par le biais de l'école, soit par le biais des cousinades, soit par le biais des fratries. Parce que là, je parle des parents, mais ça peut aussi être le grand frère de 18 ans qui habite encore à la maison, qui ramène sa copine, et du coup, ils font semblant. Et voilà, et donc, tu as les plus petits qui sont là et qui entendent. Donc, c'est important d'en parler, de rassurer et de potentiellement aussi s'excuser et de protéger, en fait. Dire je suis désolée, pas s'excuser d'avoir un rapport, mais dire je suis désolée que tu aies vu ça, assisté à ça, quoi. Voilà. Il y a aussi toute cette période où les petits ou plus ou moins petits viennent nous demander des explications sur des sujets sensibles et
qui correspondent à la sexualité. La phrase classique, comment on fait les bébés, ou j'ai vu ça, ça veut dire quoi? Mentir aux enfants sur les bébés et sur comment on fait les bébés, c'est les mettre déjà dans une incompréhension face à la sexualité? Oui, en fait, quand l'enfant va se poser des questions assez tôt, mais encore une fois, il n'y a pas d'âge, puisqu'ils ont tous leur niveau de connaissance, ils ont tous leur éveil, ils ont tous leur niveau de développement. Et aussi bien, tu peux avoir un enfant qui va se poser des questions sur comment faire un bébé à 8 ans, et un autre à 3 ans, en fait. Tu vois, il n'y a pas tellement de... Si la question, elle arrive, elle arrive. Et en fait, il faut être prêt. Alors après, moi, je l'explique de façon très simple. Je dis, voilà, les bébés, c'est quand deux adultes consentants s'aiment, font un câlin, et donc, en fait, le pénis entre dans la vulve. Il y a des spermatozoïdes qui partent rejoindre l'ovule, et ça s'explique très bien avec un petit dessin. Et ensuite, l'ovule part de la trompe, il part dans l'utérus, il grossit, ça fait un œuf, et puis ensuite, ça fait un bébé. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer la vie. On n'est pas en train de faire du bruitage, on n'est pas en train de faire de la vidéo, on n'est pas en train de faire de l'explication. Enfin, voilà, en fait, c'est la vie, tout simplement. Et tu vois, tu peux passer... alors moi, j'habite à la campagne, mais tu peux passer à côté d'un champ et tu as un taureau qui monte une vache, tu es avec ton enfant en poussette, et ton enfant, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Donc là, tu vas bugger, donc tu vas expliquer, en fait, mais ça y est, il a vu un acte sexuel de mammifère, en fait, tu vois, donc en fait... Pas le plus soft, en plus, hein, pas le plus tranquille. Oui, voilà. Ouais, pareil, hein, chez les escargots, des fois... C'est plus calme, on va dire, chez l'escargot. Plus lent. Slow. C'est slow. Donc, c'est important de leur expliquer. Et puis, en fait, d'expliquer aussi qu'il n'y a pas que cette façon-là pour avoir des bébés. Et qu'il y a d'autres manières pour avoir des bébés, que ça peut être avec l'aide d'un médecin, parce que le parent, on a du mal à avoir un enfant, etc. Que ça peut être par le biais de l'adoption aussi. Il ne faut pas oublier les autres façons d'avoir un bébé, parce que ça rendra plus inclusif aussi la réponse. Et ça permettra à l'enfant d'ouvrir ses horizons et d'avoir un éveil, en fait, là-dessus. C'est pas l'éduquer à autre chose que la conception naturelle, en quelque sorte, du sexe féminin avec le sexe masculin d'un bébé. C'est ouvrir le champ des possibles et lui dire, bah voilà, en fait, il y a aussi d'autres familles pour qui c'est leur quotidien, d'autres familles qui font le choix, qui par exemple n'arrivent pas à avoir d'enfants ou qui veulent pas d'enfants, qui veulent adopter un enfant. Bah, ça aussi, c'est une façon pour avoir un bébé, en fait. Voilà. Est-ce que ça commence aussi l'éducation sexuelle? Parce qu'au final, dans ce que j'entends de ce que tu dis, c'est l'éducation au corps, tout simplement à ce que notre corps est fait et capable de produire. Est-ce que ça commencerait pas déjà quand ils sont nourrissons, quand on les change, quand on fait les soins de la couche, de nommer, là je suis en train de prendre une couche, je vais te nettoyer ta partie intime. Je me souviens que j'avais eu cette discussion avec le papa de mes filles, avec mon mari, en lui disant, tu vois par exemple là quand il y a un âge où il résiste un peu plus le changement de couche, tu peux pas allonger notre fille et lui écarter les jambes, c'est pas possible. Je veux dire, moi en tant que femme, de voir ça, c'est un truc qui me faisait... Et je sais qu'il se rendait même pas compte que c'était problématique. Enfin, je comprends, c'était sa vision masculine de la chose, mais d'avoir dû l'éduquer en lui disant non, là, tu vois, elle veut pas, bah t'attends un peu. Parce que moi, je veux pas qu'elle se dise que mon mari fait 1m90, 100 kilos. C'est pas possible, en fait, qu'elle ait cette vision-là de l'homme. Faut que tu te rends compte de la posture. Donc, est-ce que ça commence aussi par ça, dès le début? Oui. En fait, ça commence par nommer dès tout petit les parties intimes. Comme tu le dis, en fait, ça c'est top de pouvoir dire, voilà, je vais nettoyer tes parties intimes. En fait, souvent, quand on est au change, on a tendance à leur coller un objet dans les mains. Ouais. Et ils sont dans la déconnexion, en fait, de l'instant. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont occupés avec leur truc, là, avec leur mobile ou avec une balle sensorielle, etc. Pour le parent, c'est un moyen de pouvoir faire le change sans contrainte. Sans un enfant qui se retourne, qui gesticule, qui te pousse avec ses pieds, voilà. Pour l'enfant, par contre, ça le déconnecte totalement de ses sensations, même s'il ressent, en fait, il n'est pas là dans l'instant. C'est lui dire, ok, là, on va changer la couche, parce que tu vois, il y a des selles, il y a de l'urine, et donc je vais nettoyer tes parties intimes, pas forcément, voilà, tout ce qui est coton, pas les mettre gelés, etc. Ça reste des zones quand même sensibles. Et puis vraiment verbaliser avec l'enfant ce qu'on fait. Pareil, de la même manière, si on a de la famille. Tu sais, t'as jamais vécu cette situation où t'es en train de changer ta fille,
ta fille, je parle de ta fille parce que tu as 3 filles. Et en fait, tu as de la famille à la maison et on vient et on regarde ce que tu fais. Tu vois, et il y a 2-3 personnes autour de toi qui te regardent changer ton enfant. Moi, j'ai vécu cette situation-là. Elle est horrible, en fait, parce que tu es dans un moment d'intimité, en fait, avec ton enfant. Et les gens, ils sont là, ils regardent les parties intimes. Des fois, ça commente, tu vois. Ça peut être ah, mais pourquoi ces testicules sont comme ci, sont comme ça. Enfin, c'est hyper gênant. Et donc ça, il faut pas hésiter à poser des bases, pareil, avec l'entourage, en disant, écoute, quand je change ma fille, j'aime bien être toute seule, c'est notre petit moment à nous, ou directement à fermer la porte. De la même façon, un espace change ne se trouve pas dans une pièce commune, sauf si on vit un tout petit appartement à Paris et qu'on a 15 mètres carrés. Dans ce cas, on a toujours moyen de soit de cacher l'enfant avec notre corps, etc. Mais si on a un peu plus d'espace, l'espace change, on peut très bien le mettre ailleurs que dans une pièce commune. Je pense notamment aux assistantes maternelles qui souvent, pour surveiller tous les enfants en même temps, ont une table allongée dans la salle. Mais du coup, elles changent le nourrisson avec des tout petits de 2 ans, de 3 ans, des fois de plus, qui sont autour. En fait. Et c'est pas OK, en quelque sorte. Alors, bien entendu, comme tu disais tout à l'heure, ça s'apparente à des pratiques européennes, parce que je te prends, pour celles et ceux qui ont voyagé un peu, ça se passe pas partout comme ça, bien entendu. Et moi, je fais de l'éducation sexuelle en France, j'en fais pas au Sénégal ou au Bangladesh, ou voilà. Et forcément que eux, ils ont d'autres pratiques, une autre culture, et que ça s'inscrit pas dans la même façon de faire, en fait. C'est très différent. Et c'est OK, en fait. Hein. Attention, comme tu disais tout à l'heure, en Russie, ils s'embrassent sur la bouche, mais voilà, je serais qui pour venir dire aux Russes, arrêtez de faire ça. C'est leur coutume, c'est leur culture, c'est leur mœurs, donc c'est OK. Mais en France, un adulte qui embrasse un enfant sur la bouche, un adulte lambda, je te parle pas de la famille, etc., mais tu vois un homme dans la rue embrasser une petite fille, tu vas te questionner. Alors, ça fait pas forcément d'agression sexuelle, mais c'est quand même... toute la polémique qu'il y a eu avec le Dalai Lama et le jeune garçon qui l'a embrassé. Et on avait notre point de vue de culture de l'Ouest et au Dalai Lama, là où ça s'est passé, c'est pas vu de la même manière que nous. Oui, et puis en plus, là, il y a encore un concept religieux qui éloigne encore plus le jugement. C'est très intéressant que tu parles de ça, parce que moi j'ai un ami qui est moine bouddhiste, et donc on en a longuement parlé de tout ça. On avait eu un échange très chouette. Enfin, toujours est-il que voilà, avec le nourrisson, il y a ces concepts-là qui sont importants. Le bain aussi, quand tu as un enfant qui hurle parce que il n'a pas envie de prendre son bain, que là ça va pas, on n'est pas obligé de baigner un nourrisson tous les jours, en fait. Et ça, c'est aussi le consentement, et c'est verbalisé. Ok, j'ai vu que tu n'avais pas envie de prendre ton bain, c'est ok. Quand tu as des enfants qui se retournent sur la table allongée, souvent c'est parce que c'est le moment de passer sur autre chose que la table allongée, tu sais, à la station verticale. Voilà. Allez, viens, tu vas te mettre les mains sur le canapé ou dans tes jeux et je continue de te changer. C'est ça. Allez, on s'adapte en tant que parents, on s'adapte. Complètement. Il y a un autre aspect dans toute l'éducation dont tu parles, c'est comment, quand on est parent, qu'on a vécu des violences sexuelles, on aborde ce sujet avec nos enfants. Est-ce qu'on leur en parle ? Est-ce que c'est un trop lourd trauma à faire porter à ses enfants ? Comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là quand c'est vraiment quelque chose d'important pour le parent ? Quand on a été victime, que potentiellement on l'est encore, puisqu'on n'a pas encore cheminé vers un état de résilience élevé, ce qui est très difficile, puisqu'en fait l'inceste, notamment, et les violences sexuelles détruisent de l'intérieur. C'est un vrai fléau qui n'est pas assez considéré en termes de trauma. En fait, il y a déjà une chose, c'est qu'on est face à des parents qui sont dans une hypervigilance constante, si tu veux. Ils sont tout le temps en train de faire attention à tout, et tout devient problématique. Emmener ses enfants en centre aéré, c'est un stress. Emmener ses enfants dormir chez papy, mamie 3 nuits, c'est un stress. Même si les grands-parents sont safe. Voilà. Laisser sa fille de 10 ans dormir chez une copine parce que ce soir-là, il y a une boum, il y a un anniversaire, c'est un stress. Est-ce que je connais assez le papa ? Est-ce qu'il y a des grands frères ? Est-ce qu'il y a des grandes sœurs ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer ? Voilà, en fait, tout ça, ça crée une anxiété ambiante. Et forcément que ces peurs et ces traumas, ils se répercutent sur les enfants. Donc en fait, quand on en arrive là, alors bien sûr qu'avec un tout petit, tu vas pas lui expliquer, tu sais, maman a été victime ou papa a été victime, etc. Bon, voilà. Mais quand à un moment les situations deviennent pesantes et que les demandes de tes enfants créent chez toi un véritable
une espèce de distorsion entre est-ce que je la laisse, est-ce que je le laisse, ou est-ce que non, tu restes avec moi parce que j'ai trop peur. Là, c'est important d'en parler. C'est important de dire, écoute, je dois t'expliquer pourquoi je suis comme ça. Donc, j'ai vécu des violences, moi, quand j'étais enfant. Et en fait, ça permet de sécuriser aussi, en quelque sorte, l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il va se dire, ok, mon parent, il me ment pas, il me parle. Maintenant, je sais pourquoi. Je suis pas en train de me faire des films mais il me fait pas assez confiance parce que l'enfant que tu interdis, par exemple, d'aller dormir chez une copine parce que t'es en trauma et t'es en total, t'es en état d'anxiété intense, etc. Qu'est-ce qu'il va penser dans un premier temps ? Il va se dire, mais maman me fait pas assez confiance. En fait, papa me fait pas assez confiance pour faire ça ou ça. Il ne m'en croit pas capable, en fait. Tu vois ? Donc, ça va se répercuter sur l'enfant. Alors que si tu arrives et tu lui dis, écoute, j'ai vécu des violences, moi, et ça a été très compliqué, c'est encore difficile, et puis je t'aime, j'ai peur pour toi. Du coup, ça explique pourquoi je suis dans cet état-là et que je t'empêche de faire ci ou ça. Comment on peut faire ensemble pour que ça se passe bien ? Et là, il y a des choses qui sont très intéressantes. Moi, il y a à peu près 6 ou 7 mois de ça, j'échange avec une abonnée qui m'a raconté un truc, mais je trouve fabuleux, qui me dit, moi, ma maman, quand on était petit, quand on partait en colonie de vacances, elle nous mettait des codes, en fait, elle nous inscrivait des codes, en fait, le temps de la colo. Donc, elle nous disait, voilà, si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien, qu'il y a un éducateur qui a des comportements déviants, agressifs, qui cherche à vous faire du mal, ou une éducatrice, ou un autre enfant, vous m'écrivez une lettre et dedans, vous mettez tel mot, ou tel mot, ou tel code couleur. C'est-à-dire que si vous écrivez toute votre lettre en italique, par exemple, je saurais que là, je déboule direct, vous cherchez quoi. Et ça, c'est des petits tips qu'on peut mettre en place avec des enfants, mais qu'on ait été victime ou pas, parce que en fait, ça permet de se rassurer. Alors maintenant, il y a les portables. À l'époque de cette femme, il n'y avait pas les téléphones, j'imagine, mais ça peut être un texto d'envoyer, je sais pas, un singe, par exemple, tu vois. T'envoies un singe et là, ton parent, tu sais que il arrive directement sur ton lieu de colo et voilà, il te sort de là. Donc ça, c'est des petites choses, des petits tips qui peuvent être mis. Et donc, en fait, de permettre de se rassurer et puis de sécuriser son enfant. Moi, je pense pas qu'il ne faille pas parler des violences sexuelles aux enfants. Même si, voilà, l'idée, c'est pas de les faire grandir trop vite et on essaye de les préserver au maximum de tout ça. Mais c'est de leur dire, voilà, parce que il y a des cas où, en fait, même à l'école, tu as dans les groupes de copains ou de copines, d'autres enfants qui vont dire, tu sais, moi, mon papa, en fait, ils en parlent de façon très libérée. Moi, mon papa, il me touche mes parties intimes. Et toi, ton enfant, il a jamais entendu parler de ça et il va bugger, quoi. Il va dire, mais comment ça, mais c'est traumatisant, tu vois. De la même façon, t'es une femme qui n'a jamais vécu de violence conjugale, t'as une femme en face de toi qui te dit, voilà ce que me fait mon ex-mari ou mon mari. C'est choquant, en fait. Donc, c'est important de pouvoir en parler sans être dans la création de peur, sans transmettre un traumatisme voilà, mais simplement savoir que les enfants, voilà, ils savent que ça existe. Et ils savent qu'ils ont des outils pour se protéger de tout ça. Et puis de nommer, même pour eux, ça peut être un peu de pouvoir. Tu vois, tu donnais l'exemple de la cour de récré, de dire c'est pas normal que ton papa il te touche les parties intimes, tu veux pas qu'on aille parler à un adulte, ou de pouvoir être aussi l'enfant qui interpelle et qui verbalise des choses complètement à sa copine ou à son copain. Moi, je sais qu'à ma fille, quand elle va dormir chez une copine, je lui dis, tu sais, tu peux toujours demander à la maman ou le papa de m'appeler si t'as plus envie d'y être, t'as le droit de changer d'avis. Et je viens te chercher, il n'y a aucun problème. T'es pas obligé de rester, t'as que 6 ans, c'est pas un souci. Et c'est marrant, dans les tips dont tu donnes, j'avais vu un truc génial sur les réseaux sociaux, une mère d'ado qui avait établi un code avec son fils pour que quand il avait plus envie d'être dans un endroit, ce soit elle qui appelle et qui lui dise, écoute, t'as pas rangé ta chambre, t'es puni, et je viens te chercher. Pas parce que c'était vrai, mais parce qu'il voulait pas, lui, porter la responsabilité de dire, je me sens mal là dans cet environnement, donc je m'en vais. C'est plutôt dire, ma mère, elle a décidé que ça allait pas, donc salut. Elle disait comme ça, je sais qu'il peut se sortir des situations les plus inconfortables, et moi, je serai toujours là pour avoir porté cette responsabilité à sa place, il y a aucun problème. Et je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial parce que oui, il faut que les enfants, les ados
prennent leurs responsabilités dans certaines situations, mais il y en a d'autres où c'est trop difficile pour eux. Et on est là pour ça, nous les parents. Et je me dis, ça, je vais le faire avec mes filles, c'est sûr. Elles m'enverront un singe ou ce que tu dis justement, et où je serai le bad cop, là, tu vois, qui dit, tu reviens à la maison. Et je trouve que c'est beau parce que ça montre qu'il y a une relation de confiance entre un parent et les ados, parce que chez les ados, c'est encore un autre sujet. Complètement. C'est très, très intéressant. Si on termine la conversation sur le consentement, c'est quoi la meilleure façon pour que nos enfants comprennent le consentement dès le plus jeune âge ? Comment on fait au quotidien ? C'est le respecter au maximum, en fait. C'est se dire, est-ce que si je l'avais fait un adulte, ce serait OK ? Est-ce que je forcerais mon enfant à faire un bisou à ce monsieur, à cette dame ? Est-ce que je forcerais mon compagnon, ma compagne à faire un bisou à ce monsieur, à cette dame ? C'est toujours se mettre à la place de l'enfant et c'est ne jamais forcer en fait un acte, un comportement qui n'est pas consenti. En fait, ni même l'insinuer, dire tu sais, je serais très contente si tu disais bonjour à ce monsieur, voilà, par exemple. En fait, c'est pas non plus tomber dans la manipulation. Et c'est en tant que parent faire ce travail-là de se dire mon enfant a le droit de dire non. D'ailleurs, il y a le livre d'Ophélie et de Thomas Piette qui est juste génial. J'ai le droit de dire non sur le consentement. Déjà, j'adore Ophélie, mais alors je trouve que ce livre est top. Et vraiment, en fait, c'est d'être au maximum, au plus près des besoins de l'enfant. Et de dire, tu as le droit de refuser. Tu vois, là, j'écoute ton consentement. De verbaliser, de dire, OK, là, t'as pas envie qu'on brosse on brosse ses cheveux. OK, mais il va falloir qu'on brosse les cheveux avant ce soir. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on trouve un autre moment dans la journée pour brosser tes cheveux. Mais là, à cet instant, j'écoute ton consentement, je te brosse pas les cheveux. Voilà. C'est verbaliser. C'est utiliser des supports, tu vois, comme je te disais, des livres, des choses comme ça. Il y a une petite vidéo qui s'appelle la bulle de Miro de la Fondation Marie-Vincent qu'on trouve sur YouTube. Donc la bulle, comme une bulle de Miro, M-I-R-O, qui est juste géniale et qui est adaptée aux tout petits. C'est vraiment ça l'important. Et puis, tu peux faire des petits jeux aussi. Tu as le jeu des poupons sexués, ça, je trouve ça génial. Alors, bon, quand t'as pas de poupons sexués, tu dessines sur une feuille, la forme d'un enfant avec des parties intimes, des choses comme ça. Et tu peux leur dire, bah voilà, où est-ce qu'on a le droit de toucher ? Et là, tu peux coller des gommettes en fait de couleurs verte, orange ou rouge. Ouais, et ça c'est top. Et tu leur dis, bah voilà, vert c'est, je sais pas, le pied, la main, une mèche de cheveux, voilà. Et bah orange, c'est tout ce qui est cuisses, bras, ventre. Ça dépend qui touche et comment il touche et si tu es d'accord. Et rouge, c'est les parties intimes, c'est les fesses, c'est la bouche, c'est les zones où c'est pas OK. Faire respecter le consentement de l'enfant aussi, c'est aussi avec le corps médical, même si parfois c'est difficile parce qu'il faut s'imposer en tant que parent. Mais moi, je te raconte une petite histoire personnelle. Ma fille, elle pleurait quand elle urinait, donc à un moment, je me dis mince, elle a peut-être une infection urinaire, elle était toute petite. Au final, on est passé en HNI très vite après, tu sais, l'hygiène naturelle infantile. Et en fait, je l'emmène aux urgences et là, il lui pose une sonde et elle hurlait, enfin, c'était terrible. Et en fait, la vessie était vide. Donc, et j'ai pas su, ça a été un véritable trauma pour moi parce qu'elle était toute bébé. Il la tenait, enfin, c'était, voilà. Et en fait, en sortant de cet hôpital, donc ils ont fini par lui mettre une poche, et puis elle a fait pipi dedans 1h30 après. Une fois, tu te demandes pourquoi tant de violence. Mais je suis sortie de cet hôpital et je me suis dit, plus jamais, je ne laisserai qui que ce soit toucher le corps de ma fille sans son consentement ou sans le mien si il y a quelque chose de grave. Et t'inquiète pas qu'un enfant qui vit un accident très grave, de toute façon, il se laissera aider. C'est une histoire de survie, en fait. Un enfant qui vit quelque chose de très grave, il va se laisser aider, il va se laisser soigner. Tu vois bien quand ton enfant, il refuse de prendre un peu de Doliprane, voilà, et qui tousse, à un moment dans la nuit, il va te dire oui, je veux bien. Parce que il ou elle en peut plus, en fait. Et donc, c'est aussi ça, c'est faire respecter le consentement du corps médical, c'est préparer aux soins. Depuis toute petite, je lui fais une préparation aux soins médecins en achetant une petite boîte, par exemple, comme on trouve chez Action, dans une autre boutique, pour, tu vois, les oreilles, etc. Et donc, en fait, c'est préparer le consentement de l'enfant, faire en sorte, c'est pas manipuler l'enfant dans le but qu'il dise non, mais c'est lui dire, voilà, ce que potentiellement tu peux vivre chez un médecin, aux urgences, à l'hôpital, etc. Et c'est pour ta santé. Et donc, tu as quand même le droit de refuser le soin si à cet instant tu n'as pas envie. Et si tu refuses, eh bien, on s'en va et on reviendra plus tard ou voilà. Et ça, c'est hyper dur à faire parce que devant un professionnel de santé qui est pas dans la bienveillance avec les enfants, il va te dire bah ciao et reprenez pas rendez-vous chez moi. Donc il faut essayer de s'entourer forcément de professionnels qui sont dans le respect de l'enfant aussi. C'est tellement plus facile.
Voilà. Ouais, il y en a de plus en plus, mais c'est frappant ce que tu dis aussi parce que ça part déjà dès l'accouchement pour la mère. Je sais que je milite beaucoup pour que on arrête d'infantiliser les mères lors de l'accouchement dans le milieu hospitalier, mais c'est vrai que ça commence là, on te déshumanise un peu, et donc avec ton bébé, on te déshumanise. Et moi, ça m'est arrivé, ce que tu racontes, quand ma première fille est née à l'hôpital, j'étais désemparée et on lui a mis un thermomètre dans les fesses pour lui faire sortir le premier méconium. Elle avait 24 heures. Oh, et ça a été un choc pour moi. Je me souviens parce que quand j'ai accouché de ma deuxième fille, j'ai fait la prépa à l'accouchement avec ma sage-femme à domicile et on a parlé. Et je me suis mise à pleurer en racontant ça parce que je me suis dit, mais je ne l'ai pas protégée. Alors oui, j'ai fait comme j'ai pu. Enfin, bien sûr, ça va aller. Mais je me suis rendu compte que ça m'avait traumatisée de voir... Et la personne qui l'a fait n'a même pas réalisé que ça pouvait être un traumatisme et que c'était pas ok de faire ça et que c'est bon, elle allait faire caca quand elle ferait caca et pas besoin de lui mettre un instrument dans les fesses à 24 heures de vie, quoi. Complètement. Et en fait, ça commence là, ça commence au premier jour de vie d'un enfant, de respecter son rythme. Le premier bain qu'on donne à la maternité, aujourd'hui on fait de plus en plus attention, on en parle, mais il y a combien de bains qui ont été faits dans des cris. Heureusement, il y a des femmes comme Sonia Krief qui démocratisent ça en disant que non, c'est pas ok en fait. Le premier bain, si déjà ça n'a pas été fait dans les 24 heures, c'est bon, hein, on peut le faire plus tard. Et tranquille, ça doit être un moment de détente, ça doit pas être un moment stressant. Bon, bref, il y en a des choses à faire. Et je voulais te poser une dernière question parce que tu vois, ça m'est venu après. Chez les grands, comment on gère une situation où il y a comportement problématique entre deux enfants? Chez les plus grands, à la primaire, entre 6-12 ans. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a comportement sexuel problématique et il y a comportement sexuel sain qui doit être accompagné. Deux enfants du même groupe d'âge qui découvrent leur corps ensemble et qui sont en quelque sorte consentants, même si le consentement chez l'enfant, ça reste un sujet très flou. Mais en tout cas, voilà, il y en a pas un qui force l'autre. Voilà, ça c'est la base. C'est quelque chose de sain et de normal en fait. Ils découvrent leur corps ensemble. Maintenant, ça veut pas dire que ça doit pas être accompagné, dans le sens où, je vais te donner un exemple. Moi, en consulting, je peux voir potentiellement deux types de comportements. Une fois, j'ai eu le comportement d'une petite fille qui, avec sa petite cousine dans la chambre, découvrait leur vulve, rigolait, etc. Et donc, le parent rentre, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, voilà. Et ça, c'est normal, en fait. Elles sont en train de découvrir leur corps. Ah, ok, toi, c'est comme ça. Toi aussi, quand tu touches ici, ça fait du bien. Et puis, monte tes fesses. Ah, j'avais jamais vu des fesses, etc. Bon, voilà, ok. Ça, c'est normal. Sachant que je tiens à mettre une petite aparté. On peut très bien proposer à son enfant-fille, genre féminin, de regarder sa vulve dans un miroir. Ça, c'est totalement ok. Faut pas avoir peur de ça. Parce qu'en fait, sur le sexe masculin, on voit tout. On voit les testicules, on voit le pénis. On a juste à faire oh, ça y est, je vois tout. Alors que le sexe féminin, tu vois le pubis, tu vois un début de clitoris et les grandes lèvres. Mais tu ne vois absolument pas l'entrée du vagin. Tu ne vois rien, en fait. Donc, tu peux très bien proposer à l'enfant de dire, bah écoute, je te laisse dans ta chambre, je te donne ce petit miroir, tu peux regarder tes parties intimes, tu fais attention de ne pas te faire mal, etc. Et voilà. Et l'enfant, généralement, ça prend 2-3 minutes. Ah, ça y est, j'ai vu, ah, c'est rigolo, voilà. C'est aussi ça, la connaissance du corps. Donc ça, c'est un comportement de ces deux petites filles du même groupe d'âge qui est normal. Et après, tu as les comportements sexuels problématiques, là, qui relèvent de comportements appartenant normalement à l'adulte. Demander à un autre enfant de faire une fellation, tu vois, ou d'insérer un objet dans une vulve, ou encore de s'allonger sur un autre enfant nu et de se frotter, voilà. Tout ça, c'est lié à des comportements sexuels d'adultes, à des comportements sexuels qui sont pas du tout adaptés à l'âge de l'enfant. De la même manière, si ce sont deux enfants qui sont pas du même groupe d'âge, je te prends un enfant de 15 ans avec un enfant de 8 ans. Bien sûr que là, on n'est pas du tout sur le même stade de développement, donc il faut stopper. Tout ça, c'est ce qui concerne les comportements sexuels problématiques. Les deux s'accompagnent, et en fait, ce qu'on peut faire, c'est, si on arrive sur une situation où le comportement paraît normal, voilà, deux petites filles qui découvrent leur corps, c'est comme ça, c'est se mettre à la hauteur de l'enfant, leur dire, je vois que vous êtes en train de découvrir votre corps, c'est normal, vous avez tout à fait le droit de vouloir comprendre comment fonctionne le corps de l'autre, et si il ou elle est fait pareil que vous, mais c'est votre intimité, ça appartient à votre corps, à vous, et sachez que personne ne peut faire ça. Et ça peut aussi avoir un support derrière, comme un livre. Il y a les petits illustrés de l'intimité qui sont juste top, les 3 tomes. Ouais. Mes filles, elles adorent. Ah ouais, ils sont géniaux.
Et donc, ça peut être proposer un support de ce genre, ça peut proposer d'en parler, en fait, tout simplement, sans être dans le rabâchage, voilà, où tous les jours, viens, on va dire les intimités. Non, c'est pas ça. Mais vraiment, c'est au quotidien, en fait, c'est dans les petites actions du quotidien. Et après, si on tombe sur un comportement sexuel problématique, là, 2 choses l'une, c'est que potentiellement l'enfant qui a les comportements d'agression. Moi, je parle jamais d'enfant agresseur. Pour moi, un agresseur, c'est un adulte, c'est pas un enfant. Un enfant ne peut pas être agresseur, en fait. C'est-à-dire que soit il reproduit un comportement qu'il a vu ou vécu, soit il est... alors, chez certains enfants, tu peux aussi avoir des enfants qui sont sur des stades de développement au-dessus, en fait, en quelque sorte. Mais ça va jamais chercher... Enfin, je veux dire, à 7 ans, ils n'auront pas des comportements d'enfants de 14 ans, quoi. Ça, c'est clair à 2000%. Donc, il faut chercher la cause, protéger l'enfant qui est victime. Ça, c'est important. Et donc séparer tout de suite, ne pas stigmatiser l'enfant qui a les comportements d'agression, parce que ça va très vite. On va avoir tendance à dire mais c'est un futur pédo, ou voilà. Et en fait, avoir ressentir du dégoût, c'est normal. Ça, c'est totalement ok. C'est des sentiments qui se contrôlent pas. Mais il faut faire attention de ne pas stigmatiser l'enfant et ne pas l'enfermer dans ce genre de cases, de comportements déviants, parce que en grandissant, ça peut avoir un impact très fort sur sa sexualité en développement. Et en effet, là, du coup, ça peut générer des traumatismes et potentiellement derrière des adultes qui sont pas équilibrés, en fait. Donc ça, c'est important. Et protéger aussi cet enfant-là, qui lui aussi est peut-être victime, soit chez lui, soit à l'extérieur de chez lui, et comprendre d'où ça vient. Donc, il faut toujours essayer de se mettre à la hauteur d'enfant. Alors, il y a ce numéro, le 119. Le 119, on l'appelle quand on a une certitude, qu'on a un enfant où la pub, c'était oui, au moindre doute, il n'y a pas de doute. En fait, il faut le 119, ça peut aller très très vite, et parfois c'est un enfant qui a vu dans la cour de récré un autre enfant faire ça, tu vois. Dans ce cas, ça ne veut pas dire que potentiellement c'est un enfant victime d'inceste, tu vois. Ça peut être un enfant qui a vu un autre enfant le faire. Donc t'appelles pas le 119. Alors, tu vois, parce que là, tu risques d'enlever un enfant à une famille. Et, enfin, ça, je le souhaite à personne. Ça va très très vite, tout ce qui est protection à l'enfance. Alors aussi bien ça va très très vite, aussi bien des fois il se passe rien. Mais dans le doute, voilà. Et généralement ça va très vite pour les enfants qui n'ont pas tellement besoin, et puis ça va pas toujours très vite pour les enfants qui sont dans l'urgence. C'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est voilà, analyser la situation, parler avec les parents, se questionner nous en tant que parents, et essayer de comprendre d'où viennent ce type de comportement, et surtout essayer de rester zen. Si sur le moment on n'est pas en capacité de réagir parce que la situation est choquante, parce que ça nous a complètement embarrassés, ou que ça nous a mis dans un état d'anxiété, de stress, etc., selon nos traumas et nos expériences de vie, eh bien c'est prendre le temps de redescendre et venir en parler à froid avec l'enfant de façon beaucoup plus sécure, en fait. Merci beaucoup Myriam. Je t'en prie, merci à toi Clémentine. Hyper intéressant, j'espère que ça va aider certains parents à réfléchir comment on aborde ces thèmes-là qui sont compliqués parce que nous vivons dans une société qui met un énorme tabou autour de la sexualité, et encore plus chez les enfants, comme si ça ne devait pas exister. Mais sauf que c'est là qu'on commence, c'est là qu'on change la société. Et tu l'as rappelé et redit, malheureusement on vit dans une société où l'inceste est très présent, où les violences sexuelles envers les femmes aussi sont très présentes. Et donc ça commence par la petite enfance. Et nous qui avons des filles, je crois qu'on sait qu'on doit les préparer à un monde particulier pour elles. Et merci pour ton travail. Merci beaucoup Myriam. Je t'en prie. Merci à toi Clémentine. C'était Myriam Félix, consultante en sexualité infantile. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci surtout d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et de faire partie des fans absolus de la matrescence. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes, donc partagez autour de vous, parce que vous le savez, d'après Spotify, la matrescence fait partie des 1% de podcasts les plus partagés au monde via WhatsApp notamment. Donc continuez votre cheminement en envoyant cet épisode un petit peu à droite à gauche dans vos groupes familiaux. On les aime, ces groupes WhatsApp. Merci donc d'avoir écouté l'épisode. Si vous cherchez un épisode en particulier, allez sur le site www.lamatrescence.fr, allez dans la barre de recherche, tapez votre mot-clé, voyez si un épisode existe. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM.
Et puis, dernière chose, si vous voulez rejoindre la communauté de la matrescence sur Patreon pour soutenir ce podcast ou surtout faire partie des cercles de femmes qui sont revenues depuis la rentrée, c'est un jeudi par mois environ, eh bien rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.